Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'épreuve de fin de deuxième secondaire dans le cadre du cours de mathématiques, à savoir le CE1D. Alors, pour s'entraîner tous ensemble, j'ai pris les questions du CE1D de 2019 et j'ai essayé de classifier les questions en différentes catégories afin de faire des vidéos spécifiques pour chacune d'entre elles. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser aux questions du C1D qui sont relatives à l'algèbre et aux problèmes nécessitant l'utilisation d'une inconnue. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo s'adresse aux élèves de deuxième secondaire qui souhaitent s'entraîner afin de préparer cette épreuve du CE1D. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez commencé votre entraînement et votre étude et que vous vous armez de courage pour être fin prêt pour lundi. J'espère aussi que la première vidéo vous a déjà aidé à débloquer d'éventuelles difficultés ou clarifier certains concepts et j'espère que cette nouvelle vidéo le fera également. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Alors, pour commencer ce C1D, je vous informe qu'au début du livret, vous trouvez des consignes générales qui vous disent en gros que vous n'avez pas de calculatrice et que vous avez droit à votre matériel de géométrie, on va dire habituel, celui que vous utilisez en classe. Alors, nous allons commencer avec la question numéro 9 du premier livret. Alors, pour résoudre des équations à une inconnue, il y a toute une série de principes que vous avez vus en classe, qui sont d'une part que l'on peut additionner ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une équation. Je vous rappelle que les deux expressions situées de chaque côté du signe d'égalité, c'est ce qu'on appelle les membres d'une équation. Ensuite, une fois qu'on a additionné ou soustrait un même nombre de chaque côté, on peut aussi multiplier ou diviser par un même nombre, mais non nul cette fois-ci, les deux membres de l'équation. Et donc ici, on nous a proposé une résolution d'équation et on nous dit en fait il y a une erreur. Donc ici, il nous faut identifier si les principes de résolution ont bien été respectés et si ce n'est pas le cas, comme c'est suggéré dans l'énoncé, à quel endroit ce n'est pas le cas. Donc, nous voyons que l'élève qui a résolu cette équation a appliqué ce qu'on préconise de faire, à savoir de rassembler les termes contenant l'inconnu dans un membre et les termes indépendants de l'autre côté. Pour ce faire, il a dû éliminer l'élément 10x qui est de ce côté-ci, en faisant quoi? En faisant de chaque côté une soustraction de l'élément 10x. Ensuite, il a aussi rassembler les termes indépendants dans le second membre, et par conséquent, il a dû éliminer l'élément 7 dans le premier membre. Pour faire cela, il a donc soustrait des deux côtés le nombre 7. Donc, je vais ici faire cette étape. Donc, je pars de 7x plus 7 égale à 28 plus 10x. Et je vais d'une part rassembler les termes en x dans le premier membre, donc je vais me débarrasser du moins 10x, je vais faire apparaître toutes les étapes pour que chacun puisse bien comprendre ce qui se passe. Donc j'ai 7x plus 7, et comme je vais éliminer le 10x ici, je soustrais 10x. Et donc de l'autre côté, je fais la même chose. Ensuite, je veux rassembler les termes indépendants dans le deuxième membre. Donc, le plus 7 qui est ici, je veux l'éliminer pour pouvoir rassembler les termes indépendants dans le deuxième membre. Donc, nous avons bien fait la première propriété qui dit que nous pouvons soustraire un même nombre. Et à nouveau, même chose, nous avons bien soustrait un même nombre aux deux membres de l'équation. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe ? Je me retrouve avec 7x moins 10x, ici. Et de l'autre côté, avec 28 moins 7. C'est bien ce que l'élève a trouvé. Alors, on compte, on réduit les termes semblables. On a ici moins 3x. De l'autre côté, on a 21. Alors, quelle est l'opération entre le moins 3 et le x? En fait, c'est une multiplication. Donc, moi, je veux obtenir un seul x. Par conséquent,
Pour éliminer le fois moins 3, je vais diviser par moins 3. Donc je me retrouvais avec moins 3x divisé par moins 3. Et de l'autre côté, je fais la même chose. 21 divisé par moins 3. Donc, ce qui est important, c'est de repérer l'opération entre l'inconnu et le coefficient qui était là. Alors, si on regarde ce que l'élève a réalisé, il est bien arrivé au moins 3x égale 21, donc il a bien réduit. Mais par contre, ici, à cette étape, il s'est trompé. Il n'a pas repéré que l'opération entre x et moins 3 était une multiplication, et que par conséquent, pour arriver à 1x, ce qu'il veut obtenir ici, 1x, ça c'est correct, il n'a pas fait la division, il a fait une addition apparemment de chaque côté. Donc ça c'est incorrect, puisque si je fais moins 3x plus 3, de l'autre côté j'ai 21 plus 3, donc là j'ai bien fait la même chose dans les deux membres de l'équation, mais en fait moins 3x plus 3 ça donnera jamais 1x. Et par conséquent, sa réponse est incorrecte. Si nous on termine l'exercice, on va avoir ici 1x donc est égal à 21 divisé par moins 3, ce qui donne moins 7. Donc voilà la solution de l'équation. Ça peut se prouver en vérifiant. C'est pas ce qu'on nous demande ici. Ce qu'on nous demande dans l'énoncé, c'est de identifier l'erreur. On l'a fait. D'accord, elle est ici. Et de justifier. On va justifier en disant que pour obtenir 1x, il fallait diviser les deux membres de l'équation par le nombre moins 3. Voici un petit problème. On nous parle de 3 classes, les classes de 2e A, 2e B, 2e C, et on sait que le total des élèves de ces 3 classes est de 67 élèves. On nous dit ensuite que la classe de 2e B compte 3 élèves en moins que la classe de 2e A, et que la classe de 2e C compte 1 élève de plus que le nombre d'élèves dans la classe de 2e A. On voudrait savoir le nombre exact d'élèves dans chaque classe. Et on te demande d'écrire un raisonnement. Alors, je propose d'utiliser une inconnue ici qui va représenter le nombre d'élèves de la classe 2e A. Donc, soit x, le nombre. Qu'est-ce qu'on peut dire du nombre d'élèves en 2e B? Eh bien, on nous dit qu'en 2e B, on a 3 élèves de moins. Donc, on aura x moins 3 élèves. Ensuite, en 2e C, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un élève de plus. Donc on peut dire qu'il y a x plus 1 élève. Au total, nous savons qu'il y a 67 élèves, donc nous allons calculer le total. À savoir 67, qui correspond au nombre d'élèves en 2e A, x, plus le nombre d'élèves en 2e B, x moins 3, et enfin le nombre d'élèves en 2e C, x plus 1. Et nous voilà de nouveau avec une équation. Dans cette équation, nous pouvons enlever les parenthèses puisqu'il n'y a ici que des additions. Et ensuite, nous pouvons réduire les termes semblables. Donc 67 est égal à x plus x moins 3 plus x plus 1. Ce qui va nous donner 3x. Moins 3 plus 1 va nous donner moins 2. Par conséquent, on peut faire passer le terme indépendant dans le premier membre. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça? On va éliminer le moins 2 en additionnant 2. Donc je vais faire plus 2 de chaque côté. Alors une fois que vous êtes très à l'aise, on n'a plus besoin d'écrire. Vous pouvez directement écrire l'élément plus 2 et on n'a plus besoin d'écrire ceci. Alors ça va me donner 67 plus 2, à savoir 69, est égal à 3x, puisque ça c'est fait pour faire 0. Et donc maintenant, je regarde ce que j'ai entre 3 et x comme opération. J'ai une multiplication. Donc je me retrouve dans la même situation que dans l'exercice précédent. Et donc pour éliminer le fois 3, je vais diviser les deux membres de l'équation par 3. Attention que je prends bien le coefficient tel quel. Donc ici je faisais fois 3, j'ai divisé par 3. Tout à l'heure, dans l'autre exercice, on faisait fois moins 3, et donc on a divisé par moins 3. Ok, on va indiquer les résultats. Donc on a ici x qui correspond à la valeur 23. Et nous allons donc trouver la solution, à savoir, on va l'écrire en français, d'accord? À savoir, on a en 2e A 23 élèves, en 2e B, on a donc 23 élèves moins 3, 20 élèves,
Et en deuxième C, un élève en plus, donc 24 élèves. À nouveau, nous nous retrouvons face à des équations à une inconnue à résoudre. Donc nous allons reprendre les propriétés que nous avons abordées dans la question numéro 9. Et donc nous savons que nous pouvons ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une équation et obtenir ainsi une équation équivalente, c'est-à-dire une équation qui a là ou les mêmes solutions. Nous pouvons aussi multiplier et diviser par un même nombre non nul les deux membres d'une équation. Alors, le souci ici, c'est que dans la première équation qu'on nous donne, on ne voit pas clairement tous les termes, étant donné qu'il y a encore des parenthèses qui sont présentes et une multiplication qui n'a pas été effectuée. Donc pour réduire, déplacer des termes, c'est assez compliqué. Donc nous allons d'abord effectuer la multiplication, ici face à une parenthèse, à des parenthèses. Donc il s'agit d'une distributivité simple à effectuer. Donc voilà la première étape pour y voir plus clair. Donc allons-y, nous distribuons. Nous donne moins 5x moins 10 plus 1 qui est égal à 4x. Et donc nous pouvons réduire les deux termes indépendants ensemble. Ça va nous donner moins 5x moins 9 est égal à 4x. À ce stade, nous voulons rassembler les termes en x dans un même membre et les termes indépendants dans l'autre. Donc nous allons par exemple, pour faire le moins de déplacement possible, nous pouvons nous occuper de cet élément-ci et le faire passer dans le deuxième membre, ou si vous préférez avoir absolument les termes en x dans le premier membre, on peut s'occuper de celui-ci, mais alors il faudra aussi après s'occuper du moins 9. Moi, je préfère travailler à l'économie, donc je vais m'occuper d'éliminer le moins 5x qui est dans le premier membre. Par conséquent, je vais ajouter 5x des deux côtés. Donc je vais faire plus 5x. Et de l'autre côté aussi, plus 5x. Donc je vais me retrouver ici avec 0x, c'est ce que je voulais avoir, 0x. Donc il me reste finalement 0x moins 9, moins 9. De l'autre côté, 4x plus 5x, je trouve 9x. À ce stade, je n'ai pas encore fini puisque je veux savoir ce que vaut 1x. C'est ce qu'on appelle isoler x. Donc il me faut un seul x. Quelle est l'opération entre le x et le 9? Donc nous savons que c'est une multiplication. Et donc par conséquent, je vais diviser les deux membres de l'équation par le coefficient de x qui est ici 9. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais simplifier les choses. Donc ici 9x divisé par 9, je vais avoir 1x, c'est ce que je voulais avoir. Alors j'écris le 1 pour ceux qui en ont besoin, mais il est clair que vous pouvez directement indiquer ce que vaut x. Et donc ici j'ai moins 9 sur 9, ce qui donne moins 1. Et donc voilà ma solution, x est égal à moins 1. Si je veux vérifier, je peux toujours remplacer x par la valeur moins 1 et constater que ça fonctionne. Donc vous pouvez vous auto-corriger le jour de l'épreuve. Voilà, donc qu'est-ce que ça va donner? Moins 5 fois moins 1, ça fait 5. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Plus 1 est-il égal à 4 fois moins 1 qui fait moins 4. Et je vais compter ceci. 6 moins 10, ça fait bien moins 4. Donc oui, c'est bien correct. Alors, allons-y pour la deuxième équation de cette question. Nous avons 2 tiers de x est égal à 3 cinquièmes. Quelle est l'opération entre 2 tiers et x? Nous savons que c'est une multiplication. Or, nous voulons un x. D'accord? Ce que nous voulons obtenir, c'est 1 fois x plus 0 égale quelque chose. Pour le terme indépendant 0, c'est déjà fait. Donc là, il n'y a rien à faire comme travail. Donc maintenant, il nous faut 1. Alors, par quoi dois-je multiplier ou diviser 2 tiers pour avoir 1? Donc, soit je le divise par lui-même, 2 tiers divisé par 2 tiers, soit je multiplie par son inverse. D'accord? C'est l'occasion de travailler avec l'inverse, donc on va le faire ici. Donc, je vais multiplier les deux membres de l'équation par l'inverse de 2 tiers. 3 demi. Donc, on y va. Je vais écrire ici 3 demi. Et de l'autre côté aussi. 3 demi fois. Et donc, je réécris ce que j'avais dans le premier membre, 2 tiers fois x, et de l'autre côté, 3 cinquièmes. Donc, j'ai bien multiplié les deux membres de l'équation par un même nombre, et j'ai donc obtenu une équation équivalente. Ça me permet ici de faire apparaître 1 fois x, et de l'autre côté, je vais calculer, ça fait 9 dixièmes.
autrement dit x égale 9 dixièmes. Alors ceci, je le mets vraiment pour ceux qui ont besoin des étapes pour bien comprendre, mais on est d'accord qu'on peut passer de cette ligne-ci à la dernière ligne directement. À nouveau, si vous voulez, vous pouvez vérifier, comme ici, en mettant à la place de x la valeur que vous avez trouvée, en simplifiant, pour constater que vous avez une égalité qui est vraie. Alors, on se retrouve pour la question 12. Il s'agit de calculs algébriques. Et donc, nous allons effectuer ces calculs ensemble. Je vais mettre plus de détails pour que tout le monde suive bien. On est bien d'accord que si vous maîtrisez ce calcul algébrique, vous n'aurez pas forcément besoin de toutes les étapes que je vais indiquer ici. Alors, premier exercice, on me donne 3a fois 4b fois 2. Dans le calcul algébrique, nous avons vu que nous pouvons multiplier les facteurs numériques entre eux et les facteurs littéraux entre eux. Donc je vais faire 3 fois 4 fois 2. D'accord, c'est une propriété aussi de la multiplication qui est commutative, qui permet de bouger les facteurs. Donc 3 fois 4, 12 fois 2, ça va me donner 24. Et puis ensuite, je vais faire a fois b qui donne ab. Je ne suis pas obligée d'indiquer le symbole de multiplication entre le coefficient numérique et la partie littérale. Alors, le suivant, j'ai h cube moins 7h cube plus 3h cube. Ce sont trois termes semblables. Qu'est-ce que c'est que des termes semblables? Ce sont des termes qui contiennent la même partie littérale. Et si dans cette partie littérale, j'ai plusieurs lettres, ou même si je n'ai qu'une seule lettre d'ailleurs, dans cette partie littérale, je dois aussi avoir le même exposant. Donc ici, ça va bien, j'ai h dans toutes les parties littérales et j'ai bien l'exposant 3. Donc j'ai h cube partout, c'est comme si je comptais des pommes. J'ai une pomme, moins 7 pommes, plus 3 pommes. En général, avec ça, les élèves comprennent bien ce qui se passe. On va simplement compter combien on en a au total. On peut aussi, si c'est vraiment compliqué pour certains, mettre h cube en évidence et puis réindiquer ce qui reste. Quand j'ai mis h cube en évidence, j'en ai 1, moins 7, plus 3. Et donc, en fait, je vais calculer ce qui est dans cette parenthèse. 1 plus 3, 4, moins 7, moins 3. Donc, je trouve moins 3 h cube. Voilà, cette étape n'est pas indispensable, c'est juste pour aider. On continue. Exercice suivant. On a à nouveau des termes semblables dans une somme algébrique. On va rassembler tous les b ensemble et tous les a ensemble. Donc, je vais avoir b plus 6b, ça va me donner 7b. Et puis je vais avoir moins 7a, moins 9a, donc je vais avoir moins 9a. Et j'ai terminé puisque je ne sais pas réduire les b et les a ensemble. Le suivant, il s'agit de supprimer des parenthèses précédées d'un signe moins. C'est une propriété que vous avez vue cette année. On peut supprimer des parenthèses précédées d'un signe moins à condition de changer tous les signes des termes placés dans ces parenthèses. Donc on y va. 3R. Moins, je vais changer ici, donc 2s étant positif, donc ça devient négatif, et moins 1 était négatif, donc ça devient positif. À ce stade, je regarde si j'ai des termes semblables, bien non, je n'ai pas deux termes qui contiennent la même partie littérale. Donc ça s'arrête là, je ne sais plus réduire. Avant-dernier exercice, on a une multiplication d'un facteur numérique sur un binôme. Il s'agit d'une distributivité simple. Et donc, nous avons déjà effectué ça dans une autre question. Nous allons multiplier le moins 3 avec les deux éléments de la parenthèse. 5 fois moins 3 va donner moins 15. Moins 7h fois moins 3, moins fois moins, vous savez que ça donne plus. 7 fois 3, 21. 21h. On ne sait plus rien faire. Le suivant, on a affaire à une multiplication entre deux parenthèses. Il s'agit donc d'une distributivité double. Allons-y, 4 résultats à écrire. 2 fois 3b va donner 6b. 2 fois 5 va donner 10. Moins a fois 3b va donner moins 3ab. Et moins a fois 5 va donner moins 5a. Je regarde si je peux réduire quelque chose. Bien non, je n'ai pas de termes semblables dans ce résultat. J'ai donc fini le développement. Alors, question 13, on est de nouveau dans du calcul algébrique.
On va donc effectuer et simplifier. Il y a une petite consigne supplémentaire par rapport à l'exercice précédent. Donc on y va. On sait qu'on peut multiplier les facteurs numériques entre eux. 3 fois 2, ça fait 6. Alors je vais mettre l'étape avant de mettre la réponse directement. Évidemment, si vous maîtrisez, vous faites la réponse directement. A au cube fois A au carré. Donc j'ai rassemblé les facteurs numériques entre eux et les facteurs littéraux. Je les ai écrits à la suite. Alors ces deux-ci ont la même base. Donc nous avons une règle sur les puissances qui nous dit que nous allons additionner les exposants. Donc ça va me donner 6 fois A exposant 5. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les règles des puissances, il y a des vidéos sur la chaîne. Je vous encourage à aller les regarder. Alors ici, on a une puissance d'une puissance. Donc ça veut dire que je mets le coefficient à la puissance et la partie littérale à la puissance. À nouveau, si vous maîtrisez bien, vous n'êtes pas obligé d'écrire cette étape. Je vais donc avoir moins 3 au carré qui donne 9, et y exposant 4 exposant 2, je multiplie les exposants, voilà, que je peux écrire aussi simplement sans le signe de multiplication. Alors, ici, nous avons une fraction, donc nous allons simplifier les facteurs numériques entre eux, ça va déjà donner 1 demi. Et nous avons au-dessus x exposant 5 et en dessous x au carré. Nous savons que lorsque nous avons les mêmes bases, nous pouvons soustraire les exposants. Et donc, je vais garder le facteur 2 en dessous. Et au-dessus, je vais me retrouver avec x exposant 5 moins 2, ce qui va donner 3. Question 14. Nous avons ici des produits remarquables à développer. À nouveau, si vous avez besoin de revoir cela, vous avez des vidéos sur la chaîne qui vous présentent les différents produits remarquables. Alors, nous avons ici le carré d'une différence. Donc, nous allons faire le premier élément. Je vais mettre le développement, hein, mais à nouveau, si vous maîtrisez, vous n'êtes pas obligé de mettre le développement. Donc, le premier élément au carré, le deuxième élément au carré, et ensuite le double produit avec un signe moins, puisque c'est le carré d'une différence. Et donc, je vais écrire 2 fois 3a fois 4b. Maintenant, nous effectuons. Ça va nous donner 9a carré plus 16b carré moins, alors 2 fois 3, 6 fois 4, 24, ab. Le suivant, il s'agit du produit de deux binômes conjugués, puisque nous avons un seul signe qui change. Nous allons donc mettre l'élément qui ne change pas de signe au carré, moins l'élément qui a changé de signe au carré. Et nous allons donc trouver 49x carré moins 9. On a ici une sorte de petit problème, c'est un tableau que l'on peut rencontrer dans ce qu'on appelle la partie statistique du cours de mathématiques, mais je l'ai classé en termes de problème. Alors, on me donne une série d'écoles qu'on a symbolisées avec des lettres, écoles A, B, C, D, E, F. Elles ont participé à une compétition interscolaire en athlétisme et elles ont remporté des médailles. Des médailles d'or, d'argent et de bronze. On a mis à chaque fois la quantité de médailles rapportées par chaque école. Et on vous dit, tiens, 2 écoles ont remporté le même nombre de médailles. De quelles écoles s'agit-il? Et ensuite, on vous demande, pour l'école D spécifiquement, de montrer qu'elle a 20% de ces médailles qui sont des médailles d'argent. Alors, pour la première question, il va falloir simplement calculer les totaux des nombres de médailles remportées par les différentes écoles. Donc, je vais rajouter ici une petite colonne où je vais mettre les totaux, tout simplement. On a déjà repéré qu'il s'agit de l'école B et de l'école E. Donc voilà la première réponse, B et E. Ensuite, on me demande de montrer le pourcentage de médailles remportées au niveau des médailles d'argent par l'école D. Je vais mettre ici le nombre total de médailles, d'accord, nombre total, pour l'école D. Donc je vais aller voir l'école D, j'ai 35 médailles. Et ici, je vais mettre le nombre de médailles d'argent. Et donc, j'en ai en argent 7. Et je vais calculer ce que ça donne. Je simplifie, ça va donner 1/5. Comme on me demande un pourcentage, je vais mettre ça avec 100 au dénominateur. Donc, j'ai fait fois 20 ici. Ça fait donc 20. Et c'est donc bien 20%. Voilà, nous avons donc résolu la question 21. Question 22. On me donne un graphique en me précisant pour chaque tranche d'âge, d'accord, combien de jeunes ont participé à une activité de cross. Donc par exemple, pour les 6-8 ans, je vois que je suis au niveau 6, donc j'ai 6 élèves. Pour les 9-11 ans, j'en ai 12. Ça se lit ici. Hein. Pour les 12-14, j'en ai 14.
Pour les 15-17, j'en ai 8. Et enfin, pour les 18-20, j'en ai 10. Après, on me donne une information. On me dit, tiens, on sait que 22 jeunes ont moins de 13 ans. Ok, alors on va regarder. Si je prends ces deux catégories ici, ensemble, ça me fait déjà combien de jeunes? Ça me fait 6 et 12, ça me fait 18 jeunes. D'accord? Et ici, si je les mets ensemble, il se fait que ça me donne aussi 18 jeunes. Il me reste juste cette catégorie que je vais devoir diviser en deux, des 12-14 ans. Donc je vais la séparer en 12-13 et puis en 13-14. Comment vais-je y arriver? Eh bien, simplement avec l'information qu'on me donne là. Donc, si j'ai 22 jeunes qui ont moins de 13 ans, ça correspond aux 6 qui ont entre 6 et 8 ans, plus les 12 qui sont entre 9 et 11 ans, et puis plus, je ne sais pas combien, donc je vais appeler ça X, qui sont entre 12 et 13 ans. Respecter le texte, d'accord? Donc moins de 13 ans, donc je ne vais pas prendre, c'est le petit symbole qui dit que je ne prends pas. Donc c'est 12 ans jusque 12 ans, 11 mois et 30 jours. Pas 31 jours. Enfin, ça dépend des mois aussi. Donc maintenant je vais déterminer la variable x, l'inconnu x. Donc je sais que j'ai 22 qui est égal à 18 plus x. Autrement dit, 22 moins 18 va me donner x. Et donc je vois que x est égal à 4. Donc je vois qu'ici, j'ai réparti le 14 entre 4 étudiants qui ont, 4 jeunes qui ont entre 12 et 13 ans non compris, et puis le reste, bah, ce sera 10, hein, d'accord, puisque je sais que j'ai une catégorie avec 14 enfants, constituée des 4, donc je mets une nouvelle variable qui est y, ici 4 qui ont entre 12 et 13 ans non compris, et ceux qui ont entre 13 compris jusqu'à 14 ans. Autrement dit, je peux trouver ma variable y qui correspond à 14 moins 4, qui est 10. Ok, maintenant je peux enfin répondre à la troisième question, qui est de dire combien ont 13 ans ou plus. Eh bien, ils sont 10 plus les fameux 18 que j'avais calculés tout à l'heure. Ça veut donc dire que j'ai ici 28 jeunes qui ont 13 ans ou plus. Donc en fait ici dans cet exercice c'est intéressant de voir le français et donc bien voir ici moins de 13 ans on ne prend pas le 13 ans tandis qu'ici on prend le 13 ans ou plus que 13 ans. Alors ceci termine les questions du premier livret. Nous allons maintenant ouvrir le second livret et nous intéresser toujours aux questions d'algèbre et de problèmes, d'accord? Alors nous voici ici, je vais indiquer que nous sommes dans la thématique numéro 2. Et donc, nous allons nous intéresser à la question 24. À nouveau, on nous donne une expression algébrique. Et dans cette expression algébrique, on nous demande, en fait, par rapport à cette expression, de calculer la valeur numérique pour certaines valeurs de x. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur numérique? C'est le nombre que nous obtenons lorsque nous remplaçons x par la valeur qu'on nous a donnée. Donc, ici, on nous parle de x égale moins 2 et puis de x égale 1 tiers. Cela signifie qu'on va remplacer dans l'expression x par ces deux valeurs et calculer ce qu'on obtient. Ainsi, nous pourrons répondre à la question posée. Alors, dans le premier cas, nous allons avoir 3 fois moins 2 au carré, je mets bien les parenthèses, hein, moins 2 fois moins 2, moins 1, ce qui va me donner 3 fois 4 plus 4 moins 1. Je rappelle que moins fois moins donne plus. Je rappelle que le carré d'un négatif donne un résultat positif. Et donc, je vais avoir ici 12 plus 4 moins 1, autrement dit 16 moins 1, ce qui donne 15. Pour le suivant, je vais faire la même chose, mais je vais remplacer par 1 tiers. Je vais effectuer le carré, hein, d'accord? Ça va me donner 3 fois 1 neuvième moins 2 tiers moins 1, puisque quand je multiplie un nombre par une fraction, en fait, je multiplie ici le numérateur. Ensuite, je vais avoir 3 neuvièmes qui se simplifient, donc ça va donner 3, ça va donner 1, donc je vais avoir 1 tiers, moins 2 tiers. Comme je suis dans une soustraction entre différentes fractions, je vais réduire le dernier élément au même dénominateur, donc ça va me donner 3 tiers. Donc finalement, 1 tiers, moins 2 tiers, moins 1 tiers, moins 3 tiers, moins 4 tiers. Question 26, on me donne des équations à une inconnue
où la variable s'appelle a. Alors, la première concerne une fraction qui est nulle. Alors, la fraction nulle, c'est quelque chose que vous devez connaître. D'accord, c'est une règle, hein, la fraction nulle. Pour la fraction nulle, en fait, ça signifie que a sur b vaut 0. Quand est-ce que ça arrive? Ben, si et seulement si le numérateur vaut 0 avec bien sûr un dénominateur qui n'est pas nul, puisque nous ne pouvons pas diviser par 0. Alors, nous regardons notre exercice. Nous avons bien un dénominateur qui n'est pas nul, là aussi d'ailleurs, autant regarder directement. Donc là, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe au numérateur, puisqu'il nous faut avoir 0. Donc, moins 5 plus a est égal à 0. J'ai une petite équation à résoudre. Je vais garder a ici. Donc, mon numérateur est nul, puisque la fraction de départ était nulle. Et je vais isoler l'inconnu a en ajoutant 5 des deux côtés. Et donc, je vais me retrouver ici avec a, simplement. Et de l'autre côté, je vais trouver la valeur 5, puisque 0 plus 5, ça fait 5. Dans l'autre équation, j'ai a plus 3 sur 4 égale à moins 1, donc je n'ai pas 0. Donc, je dois travailler comme on le fait habituellement avec des fractions. Si j'ai une égalité entre deux fractions, pour pouvoir comparer ou faire certaines opérations, j'ai besoin d'avoir le même dénominateur. Donc, j'ai ici des quarts, je vais mettre des quarts de l'autre côté. Donc, je recopie ceci, et là, j'ai multiplié par moins 1, c'est la même chose que moins 1 sur 1, hein, on est d'accord? Donc, en fait, j'ai multiplié par 4 en dessous, donc je multiplie par 4 au-dessus. Maintenant que j'ai le même dénominateur, je peux m'en débarrasser, et je vais résoudre cette équation en isolant le a. Donc, ça veut dire que je vais soustraire 3 de chaque côté, d'accord? Donc, je vais me retrouver avec moins 4, moins 3. Je n'ai pas écrit le plus 3, moins 3 ici, hein. On commence à avoir l'habitude. Donc finalement, la réponse c'est moins 7. Alors, petit problème, on nous dit que dans la cour de récréation, 20 élèves doivent se partager 302 billes. Ali, un élève du groupe, dit, mais en fait, vous pouvez vous partager cela équitablement le plus de billes possible, et je prendrai ce qui reste. D'accord? Donc on entend là, dans cette phrase, qu'il s'agit de faire une division exacte entre les autres élèves de la classe. Ils sont 20. Ali se met de côté, donc il nous reste 19 élèves. Il s'agit donc de diviser 302 en 19. Et qu'il y aura un reste, et ce reste de billes sera ce qu'Ali prendra comme nombre de billes. Donc nous allons déterminer ce que chacun va recevoir. Donc allons-y, nous allons faire cette fameuse division de 302 en 19. Comme vous êtes en épreuve C1D, vous n'avez pas de machine, donc nous allons le faire en calcul écrit. À moins que vous soyez très fort en calcul mental et vous connaissiez la table de 19. Hein. Déjà, 20 fois 19, c'est 380. Donc, on peut reculer, hein, faire un peu moins. On sait que 10 fois 19, c'est 190. Donc, on va essayer à mi-chemin. 15 fois 19, qu'est-ce que ça donne? 16 fois 19, qu'est-ce que ça donne? Etc. Et donc, par essai-erreur, vous vous approchez. Donc, en calcul mental, c'est faisable aussi. Hein, d'accord? Chacun procédera comme il préfère. Alors, allons-y. Je vais commencer avec 30. 1 fois 19, ça fait 19. Donc, il me reste 30 moins 19, 11. Je descends le 2. Et donc, dans 112, combien de fois 19? Eh bien, nous allons mettre 5 fois 19. 5 fois 19, ça fait 95. Et donc, je vais trouver ici 17. Je ne sais plus mettre 19, donc j'arrête ma division. Ça, c'est mon reste. Et ça, c'est ce que chacun reçoit. Donc, 19 élèves vont recevoir 15 billes, et Ali reçoit 17 billes. Alors, question 30, on se retrouve avec une équation qui contient des fractions et une inconnue. On appelle ça d'ailleurs une proportion. Alors, nous allons ici simplement isoler x comme d'habitude. Hein, nous voulons un x. Or, le problème, c'est que nous avons x divisé par moins 40. Pour éliminer la division, nous prenons l'opération contraire et donc nous allons multiplier les deux membres par moins 40. Moins 7 sur 8 égale x sur moins 40. Et donc je vais multiplier de chaque côté par moins 40. Et donc je vais trouver dans le deuxième membre x, hein, puisque moins 40 sur moins 40, ça va faire 1.
Et de l'autre côté, je vais simplifier le moins 40 et le 8. Donc ici, je vais avoir 1, ici, je vais avoir moins 5. Et moins 5 fois 7, ça fait 35. Et donc, j'ai bien montré, en appliquant la propriété qui nous dit que nous pouvons multiplier par un même nombre non nul les deux membres d'une équation, j'ai réussi à montrer que la solution est bien 35. Question 31, on nous donne 3 tableaux avec des variables x et y. Et donc, à chaque valeur de la variable x, on a une valeur correspondante pour la variable y. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? Coche la case du tableau qui représente une situation de proportionnalité directe entre la grandeur x et la grandeur y. Et donc, quand on a une situation de proportionnalité, cela signifie qu'on a multiplié ou divisé par un même nombre tous les éléments x pour obtenir les valeurs de y. Donc, je vais regarder ce qui se passe pour passer de 1 à 6. J'ai donc multiplié par 6. Je peux écrire cette proportionnalité en écrivant les résultats de y sur les résultats de x. Donc, pour le tableau A, je pourrais écrire 6 sur 1. Est-ce que c'est égal à 7 sur 2? Et je m'arrête déjà tout de suite, je vois que non. Je prends le tableau B et je vais donc écrire le résultat en y 1 sur la valeur de x. Est-ce que c'est égal à ceci? Je vois que non, parce que ça c'est 1/2. Donc non. J'arrive au tableau C. Et donc, est-ce que 3 sur 1 correspond à 12 sur 4? Oui. Je continue. Est-ce que ça correspond à 15 sur 5? Oui. J'ai à chaque fois 3 comme résultat. Donc voilà le coefficient de proportionnalité. Donc quel tableau? Le tableau C. Le coefficient de proportionnalité c'est 3. C'est ce que j'obtiens en divisant les résultats y sur les valeurs de départ de x. Alors, on nous donne un tableau qui reprend les résultats obtenus lorsqu'on a lancé un dé 40 fois. Et donc, on voit les différentes valeurs, 6, 6, 3, 2, etc. Mais il manque certaines valeurs dans 5 cases. Or, on a déjà dressé, par ailleurs, un tableau qui reprend tous les résultats des dés possibles et combien de fois ces résultats sont sortis. C'est ce qu'on appelle en statistique l'effectif. Donc on voit que le 1 est sorti 4 fois, le 2 5 fois, le 3 7 fois, le 4 6 fois, le 5 7 fois et le 6 11 fois. Avec ça, on vous demande de compléter, donc 6 cases effacées, il faut qu'on retrouve les valeurs manquantes. On va regarder. Donc, est-ce que le 1 est apparu 4 fois? Je vais vérifier. Le 1, le 1, le 1 et le 1. Il est bien apparu 4 fois. Alors, je vais regarder la valeur suivante, le 2. Le 2 doit être apparu 5 fois. Donc ici, j'ai le 2, le 2, le 2, le 2. Je vérifie que j'ai tout bien regardé. Encore un 2. Hop, hop, hop. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Alors, le 3 doit être apparu 7 fois. Donc je vais regarder où j'ai les 3. Le 3, le 3. Et donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Donc il ne manque toujours pas de 3. Passons au 4 qui doit être apparu 6 fois. Donc j'ai un 4 ici. Voilà, donc je constate que je n'ai que 2 valeurs 4. Donc il m'en manque 4. Donc j'écris 4, 4, 4, 4. Il me manque 4 valeurs 4. Ensuite je continue avec le 5. Donc le 5 doit être apparu 7 fois. Donc j'ai un 5 ici, 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 ici et ici. Donc je l'ai 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc là il en manque 2. Et donc je vais vérifier le dernier qui est 6. Le 6 doit être apparu 11 fois. Et donc nous allons vérifier si c'est juste. Et c'est bien juste. Alors, on nous demande aussi le mode. Donc, le mode, c'est en fait la valeur de la variable statistique qui est le plus grand des effectifs. Et donc, le plus grand des effectifs est ici. Donc, il s'agit pour la valeur de la variable de la valeur 6.
Et on nous demande la fréquence relative du nombre 2. Donc, sur combien de résultats travaillons-nous? 40 résultats. Donc, on va écrire une fraction où le dénominateur est 40. Et on va aller voir combien de fois le 2 apparaît. Il apparaît 5 fois. On simplifie, ça nous donne 1/8. Et si on veut mettre ce nombre en nombre décimal, si vous le connaissez, c'est 0,125. Et si on veut le donner en pourcent, on peut dire 12,5%, parce qu'on donne souvent les fréquences en pourcent. Alors, exercice 34, on nous donne un petit problème, on nous parle d'Alexandra qui souhaite faire du sport, mais elle veut se rendre dans une salle de sport. Dans la première salle, elle a un tarif de 35 € pour son abonnement et elle devra payer 7 € par cours. Dans l'autre salle, elle payera 15 € par cours, mais il n'y a pas d'abonnement. Donc on se demande à partir de combien de cours, en nombre entier de cours bien sûr, le tarif 1 sera plus avantageux que le tarif 2. Donc nous allons comparer les tarifs dans les deux situations. Alors je propose de faire un petit tableau. Donc je vais mettre ici le tarif 1, ici le tarif 2. Et je vais regarder pour quelques cours combien Alexandra devrait payer. Donc je vais mettre ici le nombre de cours sur cette première ligne, d'accord? Donc pour 1 cours, 2 cours, 3 cours, etc. Disons que je vais vérifier pour 6 cours. Et puis je ferai, tiens, pour n cours, pour avoir la formule générale. Voilà, et donc allons-y. Nous savons que dans le premier cas, nous devons payer d'office 35 € plus par cours 7 €. Donc ici il y a un cours, donc c'est 1 fois 7, ce qui va me donner 42. Alors ici je vais payer 35 plus 2 fois 7, autrement dit 49 €. Pour le suivant je vais payer 35 plus 3 fois 7, autrement dit 21 et 35, 56 €. Pour le suivant 35 plus 4 fois 7, etc. 35 plus 5 fois 7. Et ici 35 plus 6 fois 7, et donc de façon générale 35 plus n fois 7. Donc ça c'est la formulation générale en fonction du nombre de cours. Et donc je trouve ici 63, ici 70, et ici 77. Alors par contre dans le tarif 2, je ne fais que payer par cours mais plus cher. Donc ici je paye 1 fois 15 €, ce qui me donne 15 €. Mais ça reste plus avantageux. Ensuite pour 2 cours 2 fois 15, autrement dit 30 €. Pour le suivant 3 fois 15, 45 €, donc c'est toujours plus avantageux. Ensuite 4 fois 15, ça donne 60 €. Et ici 5 fois 15, ça me donne 75 €. Et donc là, ça devient moins avantageux. Puis je vais continuer, ce sera aussi plus cher. 6 fois 15, 90 €. Autrement dit, si Alexandra sait qu'elle suivra plus que 4 cours, donc à partir de 5 cours, elle a intérêt à prendre le tarif 1. Si elle sait qu'elle ne suivra que 4 cours, elle a intérêt à prendre le tarif 2. Alors, quelle est la question posée? À partir de combien de cours en nombre entier le tarif 1 est plus avantageux que le tarif 2? À partir de 5 cours. Alors, pour ceux qui préfèrent les graphiques, il y a moyen de représenter soit en termes de coordonnées. Ici, on a la coordonnée 1, 42, 2, 49, etc. 3, 56, etc. Vous avez les coordonnées. Et ici, c'est 1, 15, 2, 30, 3, 45. Dans un même repère, soit en vous basant sur la formule, en mettant le nombre n sur l'axe des abscisses et le résultat obtenu sur l'axe des ordonnées. Donc ici, on a la formule 35 plus n fois 7, et ici, on a simplement 15 fois le nombre de cours. Et donc, avec ces deux formules, on peut aussi dessiner le graphique. Dans les deux cas, vous aurez une droite, et donc vous verrez quelle droite est positionnée au-dessus ou en dessous de l'autre.
Voilà, et donc en fait, on a bien la première droite qui correspond au tarif 1 et la deuxième droite qui correspond au tarif 2, qui sont toutes les deux dessinées. Donc on voit ici une intersection un petit peu avant 5, mais comme le graphique est fait très très petit, c'est pas évident à voir, donc je vous conseillerais de prendre une grande feuille A4 et de faire une graduation plus grande, au moins sur l'axe Y, pour y voir plus clair. En tout cas, on s'est repéré qu'effectivement, avant 4, le tarif 2 est inférieur au tarif 1, mais que à partir de 5 et après 5, c'est le tarif 1 qui est plus avantageux puisqu'il est situé en dessous du tarif 2. Alors, nous voilà à la question 38. On nous demande quel est le nombre dont le tiers diminue de 5 vaut 1. Donc, on va décortiquer ça dans l'ordre. On veut le tiers d'un nombre. Si j'appelle ce nombre x, voilà, c'est mis ici dans l'énoncé. X est le nombre. Si je veux son tiers, j'ai x sur 3. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire à ce tiers? Je dois le diminuer de 5. Donc, j'enlève 5. Et je sais que ça doit être égal à 1. Donc, ça correspond à l'équation qu'on nous propose ici. Alors, on pourrait avoir une équation équivalente si on met au même dénominateur. Ça va nous donner x moins 15 sur 3 est égal à 1. Nous n'avons pas cette équation-là. Voilà, on nous dit bien de cocher une seule équation, donc nous avons trouvé l'équation qui est demandée. Petit b, le côté d'un carré a la même mesure que celui d'un triangle équilatéral. Donc je vous rappelle qu'un triangle latéral, c'est un triangle dont les trois côtés ont la même mesure. D'accord, donc j'ai un carré de côté C, donc je vais vite faire un petit schéma. Ok, et j'ai un triangle équilatéral qui aura ces trois côtés qui mesurent la même chose. Donc ceci c'est le même que ceci, qui est le même que ceci. Ok. Alors, on nous donne ensuite le périmètre du carré, et on nous dit qu'il a 9 mètres de plus que celui du triangle équilatéral. Donc comment est-ce que je vais calculer le périmètre du carré? Simplement en multipliant le côté par 4. Et il est égal au périmètre du triangle, donc il est égal au périmètre du triangle, plus 9 mètres. Voilà, alors au lieu de l'appeler le côté C, on vous demande de l'appeler X, donc je vais corriger. Donc ça fait 4x est égal à 3x plus 9. Et donc, est-ce que j'ai cette équation? Oui, elle est ici. Alors, nous voilà dans une mise en situation. On nous donne la répartition par tranche horaire de 12 800 véhicules qui quittent la ville entre 15h et 21h. Et donc on nous dit par exemple entre 15h et 16h, 2200 voitures s'en vont, entre 16h et 17h, 4000, entre 16h et 18h, 3400. Il nous manque l'information ici, et il nous manque une partie du schéma. Donc on vous demande de compléter le tableau, de compléter le schéma, et puis on vous pose une question. Alors, allons-y pour le tableau. Pour le tableau, il faut savoir que le total de tous ces véhicules doit représenter les 12 800 véhicules dont on parle dans l'énoncé. Donc nous allons simplement soustraire à 12 800 tous ceux que nous avons déjà. Comme ça, nous saurons ce qu'il reste ici. On peut aussi simplement additionner d'abord tous ceux qu'on connaît, et puis on fait directement une seule différence, 12 800 moins le total de tous ces nombres. Donc, on voit que le calcul de tout ce qu'on connaît déjà comme valeur donne 12 000, et donc on peut déduire ici, en faisant 12 800 moins 12 000, que ça fait 800. Maintenant, vous pouvez aussi vous servir du graphique. Et donc on voit ici qu'on est au niveau 500. Et donc chaque petite ligne supplémentaire donne 100 véhicules en plus, donc 600, 700, 800. Donc comme on a le graphique, on peut aussi utiliser l'information du graphique. Alors, on a donc toutes les informations qui sont dessinées, sauf celle-ci qui correspond à 2200. Nous sommes à 2000 ici, nous ajoutons deux petites lignes pour arriver à 2200 et dessiner le fameux rectangle. Voilà, et donc nous avons le rectangle supplémentaire qui correspond au nombre de véhicules qui a quitté la ville entre 15 et 16 heures. Donc on a fait la première question, on a fait la deuxième question. Justifier par calcul que les 3/4 des véhicules quittent la ville entre 15 et 18 heures. Donc nous allons comparer combien de véhicules qui quittent entre 15 et 18 heures. Donc entre 15 et 18 heures, nous prenons donc ceci.
Nous avons donc 2200 véhicules plus 4000 plus 3400. Ça va nous donner 2 véhicules et nous allons comparer au total des véhicules. 9600 divisé par 12800, ce qui fait 96 divisé par 128. Alors on peut diviser par 4 déjà. Donc ça va nous faire ici 24, puisque c'est 100 moins 4, hein, d'accord? Et 100 divisé en 4, c'est 25. Et ici, ça va nous donner 32, puisque c'est 120 plus 8. On peut encore simplifier par 8. Donc ça va nous donner 3 quarts. Et donc nous avons la réponse. 3 quarts des véhicules quittent la ville entre 15 et 18 heures. Voilà, nous avons terminé les questions de cette partie. Continuez à bien vous entraîner ce week-end et bien sûr à étudier. Je sais qu'on n'aime pas trop ça en général, mais vous avez pu constater dans la vidéo que l'on trouve souvent les clés du raisonnement dans les concepts à maîtriser. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous pour être au courant des futures sorties de vidéos. Et on se retrouve d'ailleurs bientôt pour d'autres vidéos, aussi bien cet été que lors de la rentrée scolaire prochaine. Plein de pensées positives pour vous lundi.